une vision un petit peu internationale, et notamment des innovations RH. Je vais commencer par peut-être nous présenter Profil Public, qui anime ce soir cette webconférence. Du coup, moi, je m'appelle Léa, je suis responsable média chez Profil Public. Profil Public, on s'est lancé un défi, c'est celui de réenchanter le recrutement du secteur public. Et pour ça, on a lancé une plateforme, profilpublic.fr, donc vous voyez le lien s'afficher à l'écran, qui est une plateforme à mi-chemin entre un site média pour faire tomber les idées reçues sur le secteur public, montrer les projets innovants qui y sont menés, montrer aussi la diversité des métiers, et à mi-chemin entre un site d'emploi où on accompagne les organisations du secteur public à développer leur attractivité RH et la marque employeur, voilà, et à diffuser des offres d'emploi attractives. Donc ce soir, on se retrouve. L'idée, c'est d'avoir des échanges avec nos 3 intervenants les plus interactifs possibles. Donc surtout, je vous encourage à poser toutes les questions que vous auriez à poser à nos 3 intervenants dans le chat. L'idée, c'est voilà, de pouvoir interagir en tout cas au fil de l'eau suivant les échanges. Et comme je vous disais, veillez à bien couper les micros pour qu'on conserve la clarté des échanges et n'hésitez pas à vous renommer et à laisser vos caméras. Donc, je vais laisser ce soir nos 3 intervenants se présenter. Donc, on a 3 intervenants, Sigrid Berger, la fondatrice de Profil Public, Dodal Mulgan, qui vient de l'OCDE, et Bastien Lapalude, qui a une double casquette puisqu'il a travaillé à la fois en France et au Canada. Donc, je vais laisser peut-être Sigrid commencer par se présenter. Désolée, je n'avais pas mon micro. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis la fondatrice effectivement de Profil Public. Je suis ravie d'être ici et je vais vous présenter tout à l'heure l'étude Tour du monde des innovations RH qu'on a menée avec toute l'équipe Profil Public. Je laisse peut-être Donald du coup se présenter. Merci Sigrid et merci Léa pour cette invitation d'être ici avec vous. Je m'appelle Donald Mulligan. Comme mon nom le suggère, je ne suis pas français, je suis irlandais et parisien depuis à peu près 9 ans. Je travaille à l'OCDE comme analyste au sein de l'équipe emploi et gestion publique. Donc, on va partager certains de nos aperçus sur tout ce qui est attractivité dans la fonction publique. Et Bastien, peut-être. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Léa, merci Sigrid pour votre invitation. J'ai beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne aussi. Pour résumer mon parcours, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans la transformation de l'action publique et je suis actuellement consultant freelance en gestion du changement et en transformation. Et j'interviens auprès du service public à la fois en France, parce que je suis basé à Lyon, mais aussi au Canada pour pas mal d'administrations. Et avant ça, j'ai été quelques années aussi dans les collectivités territoriales en France que je connais bien pour avoir mené pas mal de transformations aussi RH ces dernières années. Merci à tous les 3. On va pouvoir commencer à échanger. Peut-être qu'on va commencer par présenter, en tout cas Sigrid va vous présenter une étude qu'on a menée chez Profil Public autour justement des innovations RH qui ont émergé à l'international et en tout cas des initiatives qui peuvent être inspirantes en termes de transformation des pratiques RH dans le secteur public. Oui, merci Léa. Donc l'idée c'était de présenter effectivement ce soir l'étude public Tour du monde des innovations RH que vous voyez ici justement à droite et qu'on a mené. Alors, merci d'abord aussi à notre partenaire historique, la CASDEN, qui a soutenu aussi la réalisation de cette étude. Donc, merci effectivement, je ne sais pas si Renaud Mimin est parmi nous, mais merci à la CASDEN. Je voulais revenir d'abord sur pourquoi on avait réalisé cette étude et pourquoi cette année sur voilà, l'international et les innovations RH à l'international. Alors, en fait, c'est que chaque année, avec Profil Public, on réalise une étude pour prendre du recul et réfléchir finalement à l'attractivité du secteur public et aux enjeux de marque employeur. L'enjeu, c'est vraiment de se dire comment on peut contribuer un petit peu différemment aussi à renouveler l'approche du recrutement dans le secteur public. Et donc, en fait, Profil Public, on s'est créé depuis bientôt 4 ans. Et en fait, au fur et à mesure... depuis fin 2018, on a chaque année finalement réalisé une étude
pour justement contribuer un petit peu différemment à cette approche pour renouveler le recrutement du secteur public. Donc fin 2019, on a publié un livre blanc, marque employeur et services publics, comment attirer et fidéliser les talents. En 2020, pendant la crise, notamment, on a fait une étude recrutement et secteur public. Après la crise, seriez-vous prêt à rejoindre le secteur public et à quelles conditions? Où on a eu pas mal sondé les candidats et les nouvelles aspirations des candidats. Et on a aussi couplé ça à un manifeste qu'on a coécrit avec des étudiants autour des nouvelles aspirations des jeunes, 10 propositions pour le secteur public de demain. Et du coup, cette année, là, voilà, l'enjeu, c'était aussi de prendre encore un peu plus de recul et de voir à l'international, de tourner notre regard à l'international et de présenter justement une étude pour aller vous présenter les projets qui nous semblaient les plus inspirants et les plus audacieux à l'international. Donc, cette étude, elle s'organise autour de 4 grandes thématiques: formation et concours, tout d'abord, recrutement, mobilité et méthode de travail. Et pourquoi ces 4 grandes thématiques RH? C'est qu'en fait, notre conviction chez Profil Public, c'est que la marque employeur, ce n'est pas qu'un seul enjeu d'image et pas un simple enjeu d'image, c'est aussi la transformation des pratiques et des pratiques RH. Et c'est vraiment en travaillant cette évolution des pratiques RH qu'on peut justement petit à petit développer sa marque employeur. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on s'est focalisé sur ces thématiques-là. Dans l'étude, on s'est focalisé donc sur la présentation de 10 grands projets internationaux qui nous semblaient intéressants. Au début, on a fait une grande liste de projets et au fur et à mesure, on a sélectionné les projets aussi pour avoir à la fois un équilibre entre pays et en même temps ceux qui nous paraissaient les plus audacieux. Et ces mises en lumière, elles sont réalisées sous forme d'interview du porteur de projet, à la fois justement pour humaniser davantage les choses et aussi pour voir avec eux à la fois les étapes du projet, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, les étapes à venir, les réussites de ces projets. Et du coup, on a pu réaliser ces interviews et dialoguer avec ces porteurs de projets pour, in fine, se dire pourquoi pas inspirer les institutions françaises autour de ces enjeux-là. Je vais vous présenter maintenant 4 des 10 projets qui sont dans cette étude. Cette étude, elle sera diffusée du coup sur Profil Public le 20 mai, mais l'idée, c'était vraiment de la présenter avec vous en avant-première et de la faire suivre justement du débat avec Donald et Bastien sur ces sujets-là de futur du travail aussi. Donc, l'un des grands projets donc, dans l'axe formation et concours, c'était le projet brésilien qui s'appelle RenovaBR et qui est en fait une école pour renouveler la démocratie brésilienne et qui a pour but de préparer et de former les responsables politiques de demain. Ça nous semblait intéressant parce qu'en fait, il y avait aussi un peu tous ces enjeux de réflexion autour, à un moment donné, du futur de l'ENA, de l'École nationale d'administration, la transformation avec l'INSP aujourd'hui, qui forme effectivement plutôt les hauts fonctionnaires, mais qui a beaucoup aussi formé les responsables politiques français. Et du coup, on trouvait qu'il y avait aussi un parallélisme. Et l'enjeu de ce projet, c'est qu'ils sont partis de la crise de confiance et en fait de la défiance des citoyens vis-à-vis des responsables politiques. Et ce qui était intéressant, c'est que finalement, petit à petit, au début, ils étaient très peu à soutenir ce projet. Et on voit que petit à petit, grâce à l'impact que la première promotion a eu dans cette école, puisque 156 ont été élus ensuite au Brésil notamment, et d'autres ont pu avoir des positions aussi intéressantes au Brésil, on a vu que finalement, ils ont eu un portage assez fort dans le pays grâce à cette méthode finalement un petit peu par petits pas. Le deuxième projet qui nous semblait intéressant, donc ça c'est sur le volet recrutement, c'est un projet canadien qui s'appelle Impact Canada, qui est un programme en fait pour recruter finalement les experts dont le secteur public a besoin, ou en tout cas dont le secteur public canadien avait besoin, notamment des experts sur les sciences comportementales, sur les financements un peu nouveaux, donc financements novateurs, sur de la mesure d'impact par exemple. Et c'est un programme qui a été créé en 2018 et qui a permis de recruter finalement en un temps assez record des nouvelles expertises, et notamment grâce à une nouvelle plateforme qu'ils ont voulu plus graphique, plus humaine et plus pédagogique, dans le but d'attirer et de recruter justement ces expertises.
Alors, j'allais dire forcément chez Profil Public, ça nous parle parce que l'enjeu, voilà, quand on a créé Profil Public, c'est de se dire comment on crée une plateforme plus graphique, plus humaine, plus pédagogique aussi sur le secteur public. Mais ce qui est aussi intéressant dans le projet Impact Canada, c'est qu'il montre vraiment l'importance aussi de communiquer sur chaque étape de recrutement. Et donc, il donne petit à petit justement un petit peu les éléments clés et les bonnes pratiques dans un recrutement. Donc ça, c'était sur le projet recrutement. Donc je vous inviterai ensuite à aller creuser bien sûr ces interviews quand l'étude sera diffusée. Le troisième projet, c'est sur la mobilité. C'est un projet belge qui nous vient de Belgique. C'est le projet Talent Exchange, qui est en fait un réseau pour favoriser la mobilité des agents publics belges. C'est un réseau de mobilité temporaire qui permet en fait par un détachement en fait de 12 mois à un collaborateur du secteur public qui le souhaite d'aller finalement faire une mobilité dans une autre organisation par rapport justement aux compétences que ce collaborateur a. Ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que c'est à la fois gagnant pour le collaborateur qui enrichit son parcours et diversifie finalement ses missions, mais c'est aussi gagnant pour les organisations qui bénéficient de compétences clés, d'un regard aussi extérieur, puisque une personne qui n'est à la base pas dans l'organisation, et d'une vraie voilà, expertise. Donc c'est vraiment la logique finalement du mécénat de compétences qui nous semble très intéressante et qui, à notre sens, est aussi un défi pour le secteur public de demain. En tout cas, il y a un vrai enjeu de mobilité aussi à développer entre les organisations. Et le quatrième projet donc, que je voulais vous présenter sur les 10 projets qu'on présente dans l'étude, c'est sur les méthodes de travail. C'est un projet qui nous vient d'Estonie. L'Estonie est assez à la pointe, notamment avec des infrastructures numériques très importantes. Et c'est le projet qui s'appelle Accelerate Estonia, qui est en fait un programme d'accélération qui permet une meilleure collaboration entre le secteur public et le secteur privé et qui permet d'expérimenter finalement des solutions innovantes qui nécessitent l'appui du secteur public. L'enjeu pour eux, c'est vraiment relever des grands défis sociétaux pour finalement leur pays, donc l'Estonie, et aussi résoudre à l'échelle potentiellement aussi mondiale. Ce qui est intéressant dans cette culture aussi qu'ils ont pu développer, c'est qu'en fait, ils ont vraiment développé une culture collaborative entre public et privé. Et finalement, Accelerate Estonia, c'est d'ailleurs pas si étonnant, c'était eux qui étaient derrière le premier hackathon qui a émergé à l'échelle internationale lors de la crise du Covid, qui s'appelait le Global Hack. Et ils ont réagi très rapidement parce qu'en fait, ils ont aussi ces méthodes de travail qui sont très intéressantes. Et du coup, ce hackathon en ligne qui a eu lieu pendant le confinement et pendant le premier confinement a réuni 12 000 participants à travers le monde et ça a permis justement de faire émerger des solutions innovantes pour résoudre la crise coronavirus dans laquelle nous sommes encore et toujours. Donc voilà un petit peu pour vous donner en tout cas un aperçu de l'étude que je vous invite ensuite à aller lire quand on la diffusera. Mais pour conclure et passer la main à Donald et Bastien ensuite sur le débat, ce qui nous semblait intéressant, c'est que ce qu'on voit de manière globale dans tous ces projets, c'est qu'il y a à la fois finalement une culture un petit peu plus du droit à l'erreur, du test, on expérimente une solution et petit à petit on voit si ça fonctionne ou pas. Il y a davantage aussi de coopération entre secteur public et secteur privé et aussi, tout dépend aussi des infrastructures un petit peu numériques de chaque pays ou des innovations technologiques. Il y a un projet coréen dont on parle dans l'étude où ils mettent en place aussi des technologies d'intelligence artificielle assez poussées pour le recrutement. Voilà, tout dépend aussi du contexte et des cultures, mais on voit que voilà, il y a des vrais enjeux à la clé et on espère voilà, que ça pourra aussi inspirer vos administrations et les projets que vous pourrez porter à l'avenir. Merci beaucoup, Sigrid. Du coup, effectivement, on va passer au débat et avec la question un petit peu préalable, c'est effectivement en fait ce déficit d'attractivité du secteur public. Est-ce que c'est un défi international? Peut-être, Donald, je vous laisse la parole. Merci Léa. Et comment répondre non à cette question?
Je me souviens, Sigrid, la première fois que tu m'as demandé d'intervenir, c'était pour montrer que le déficit d'attractivité, ce n'était pas juste un enjeu franco-français, et c'est tout à fait ce qu'on voit à l'OCDE. Nous travaillons avec 38 pays membres dans l'équipe emploi et gestion publique. D'ailleurs, cette semaine, nous allons nous réunir à Paris pour la première fois dans 3 ans. Et quand on dialogue avec, les parties prenantes dans plusieurs pays, effectivement, on parle beaucoup d'attractivité, comment attirer la prochaine génération de jeunes talents. Nous avons entendu parler dans les médias du nombre de postes non pourvus en France, des taux de fidélisation, des taux de vacances, des difficultés à recruter dans tout ce qui est le secteur NSYNC, des technologies numériques. Et à l'international aussi, avec certaines différences, c'est à peu près la même chose. Il y a tous les pays de l'OCDE, ils ont du mal à recruter, pas de manière générale, mais pour certains secteurs et pour certains niveaux hiérarchiques, comme le leadership. Mais la manière dont la question est posée, un déficit d'attractivité, un défi à l'international, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un côté positif. Et surtout après la pandémie, le secteur public est bien dans les médias. Difficile de prendre le métro à Paris, surtout sans voir une affiche pour rejoindre le secteur public, choisir le secteur public, la marque employeur avancée par le VGFP. Il y a une vraie opportunité de répondre à ce défi en valorisant les métiers de la fonction publique. Mais pour le faire, quand on dialogue avec nos pays membres de l'OCDE, on les pose la question comment attirer, quels sont les projets en cours, et à peu près comme Profil Public avec votre publication, et félicitations pour cette publication, ça montre que des innovations RH sont possibles et sont bien en cours à travers l'OCDE. Et ce qu'on voit, et je vais pas parler longuement parce qu'il y a aussi Bastien et les autres questions, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté au sein de la fonction publique d'interroger des candidats venant de l'extérieur, bien sûr, mais aussi des fonctionnaires, des gens déjà sur place qui travaillent pour la fonction publique, pour les poser des questions sur ce qu'ils aiment dans leur travail et leurs attentes. Donc, attractivité des candidats venant de l'extérieur, c'est vrai que quand on parle marque employeur, quand on parle système de recrutement, des plateformes comme Profil Public ou comme Choisir le service public, c'est souvent axé aux candidats venant de l'extérieur. Mais n'oublions pas le côté intérieur, les gens qui sont déjà sur place, qui travaillent pour la fonction publique. Eux aussi, ils ont des attentes, eux aussi, ils ont des ambitions de vouloir travailler. Et comment répondre à ce défi aussi, ça aussi, c'est un volet très important. C'est un défi à l'international aussi parce qu'à peu près à travers l'OCDE, on voit que la fonction publique est vieillissante, dans certains pays plus que d'autres. Donc, quand on sait déjà qu'il y aura un grand volet de la fonction publique qui vont partir à la retraite, comment trouver des jeunes talents pour les remplacer? Et ça, à travers l'OCDE, c'est un vrai sujet. Je vais peut-être laisser la parole à Bastien pour cette question, mais effectivement, c'est un vrai sujet à l'international. Nous le suivons de près. Nous avons publié une publication sur l'avenir de la fonction publique. Difficile de parler de l'avenir de la fonction publique sans évoquer la question d'attractivité. Donc, c'est un vrai sujet. C'est vraiment le moment d'explorer ce sujet. Félicitations pour votre publication et surtout pour ce webinaire. Merci beaucoup, Donald. Et d'ailleurs, on va mettre le lien vers l'étude qui a été publiée par l'OCDE dans le chat, comme ça, tous les participants pourront y accéder. Bastien, peut-être une réaction avec la double casquette France-Canada? Oui, exactement. D'abord, j'invite vraiment à lire l'étude de l'OCDE, parce que celle-ci, elle est publique et je l'ai lue, mais aussi à lire l'étude de Profil Public, parce qu'elle n'est pas publique, mais je l'ai lue quand même. Et je vous invite vraiment à regarder, ça porte un regard à la fois explicite, puis différentes clés de lecture aussi sur l'implicite qu'on peut voir en arrière de ça. Un peu comme Donald, je vais aussi apporter une réponse assez nuancée et prendre un exemple que je connais bien, c'est l'Amérique du Nord. Il y a clairement un déficit d'attractivité du service public, mais pas forcément pour les mêmes raisons qu'en France, et pas forcément non plus pour les mêmes raisons qu'on peut imaginer à l'égard de ce qu'on peut projeter sur le service public. En Amérique du Nord, il faut avoir bien en tête que l'activité économique, elle est ultra dynamique et ça crée un besoin en personnel qui est considérable. Et au-delà d'être dans une situation de plein emploi, on est vraiment dans ce qu'on appelle la pénurie de main-d'œuvre et c'est une guerre des talents. C'est très difficile de recruter pour tous les secteurs d'activité et quasiment pour tous les postes. Et si on s'intéresse vraiment à la question de l'emploi public, on voit tout de suite que les administrations, elles ont des difficultés à recruter, notamment dans ce qu'a évoqué Donald, sur les postes liés aux technologies de l'information, mais aussi dans les domaines de la santé. Et je l'ai appris récemment, la semaine dernière, mais
aussi sur des types d'activités dont on ne pense pas qu'il peut y avoir une pénurie de main-d'œuvre parce que, bon, c'est pas forcément des choses très sexy à faire, mais la question de la fiscalité. J'ai appris que, enfin, au Canada, il y a deux autorités ou deux administrations qui collectent les taxes et les impôts. Il y a ce qui est fait au niveau de l'État fédéral et il y a ce qui est fait au niveau des États provinciaux. Et l'État fédéral va débaucher des personnes qui sont en capacité de collecter des taxes et des impôts au niveau des différents services provinciaux en leur proposant des meilleures conditions de travail. Donc, le marché de l'emploi est tellement sous tension que finalement, il y a non seulement un déficit d'attractivité, mais qu'il y a aussi une compétition entre les employeurs publics qui vont débaucher et offrir des meilleurs salaires, pour être tout à fait clair, et des meilleures conditions de travail, notamment autour du télétravail. Mais il y a aussi un autre élément que je trouvais intéressant, c'est que sur les administrations au Canada, il y en a une partie en tout cas, pour lesquelles il y a à peu près entre 15 et 20% des effectifs qui sont éligibles à un départ à la retraite dans les 3 à 5 prochaines années. Et quand déjà vous avez du mal à combler des postes qui sont liés à vos activités quotidiennes, mais qu'en plus vous devez préparer la relève, c'est-à-dire remplacer des gens qui ne seront plus là pour travailler dans les prochaines années, ça devient encore plus compliqué. Et aussi, ce que j'ai constaté moi en travaillant pour la ville de Montréal et en accompagnant d'autres organisations depuis, c'est que peut-être on ne met pas le même sens derrière le service public, on n'a pas le même imaginaire derrière une carrière dans le service public. Quand je travaillais pour la ville et qu'on avait des fois des choses à faire, j'ai notamment accompagné des enjeux sur la marque employeur, elle disait mais c'est important de valoriser la singularité du secteur public, et je sentais que ça n'entrait pas forcément en résonance avec des Nord-Américains, beaucoup plus avec des Français qui travaillent avec moi forcément. Et là, autour de ce qu'on projette sur le service public, de l'attachement qu'on a en tant qu'individu et en tant que société, c'est pas forcément la même chose. Donc, pour ces raisons-là, je dirais qu'il y a un déficit d'attractivité, mais je suis aussi un peu quand même très optimiste par nature. Et je vois qu'il y a plein de bons côtés pour les prochaines années pour l'attractivité. D'abord, il y a l'impact des 2 ans de crise sanitaire. C'est sûr que, notamment dans les sociétés nord-américaines, ça a permis de faire la démonstration de l'utilité et de l'impact du service public. Et ça va contribuer à changer le regard que, notamment, les nouveaux candidats, ou en tout cas les personnes qui sortent des études ou qui sont en début de carrière, portent sur le service public. Ils vont voir que c'est aussi là qu'on va pouvoir demain prendre des décisions, inventer des solutions qui permettront de relever les défis de demain. Aussi, les sociétés nord-américaines, elles sont beaucoup plus libérales et donc beaucoup plus inégalitaires. Et si vous vous promenez, c'est assez simple de comprendre qu'il y a des besoins fondamentaux qui sont peu ou pas couverts, que ce soit en termes sociaux, en termes de santé, mais aussi qu'il y a des infrastructures qui sont soit défaillantes, soit inexistantes et qui doivent être développées. Donc ça aussi, c'est des défis qu'il y aura demain à adresser dans le service public et qui vont donner envie à des candidats de venir travailler dans le service public. Moi, une chose qui m'a aussi beaucoup étonné, c'est qu'il n'y a pas de concours pour accéder aux emplois publics, en tout cas au Canada, peut-être sur certains types de métiers en particulier, mais globalement, c'est assez facile de venir travailler dans le public. Et il y a aussi des passerelles qui se font très facilement entre le public et le privé, c'est-à-dire que c'est pas rare de voir quelqu'un qui vient du secteur de l'industrie, qui vient travailler dans le secteur public, qui après va dans le secteur de la banque assurance, des fois même des gens qui viennent de la banque assurance travailler dans le secteur public parce que les conditions de travail sont meilleures. Donc, tout ça fait qu'il n'y a pas de cliché entre les secteurs et on s'intéresse beaucoup plus à qui vous êtes, à votre expertise, à ce que vous avez réalisé, ce que vous pouvez apporter à une organisation. Et ça impacte aussi beaucoup la façon dont on recrute finalement. Et globalement, ça fait déjà bien 10-12 ans que les organisations publiques elles sont conscientes de la nécessité de travailler sur la marque employeur et l'expérience employée. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de choses qui ressortent aussi dans d'autres pays. Mais au Canada et en Amérique du Nord, c'est sûr que c'est un enjeu et c'est sûr aussi que c'est adressé non seulement sur le volet de marque employeur, mais aussi sur le volet de l'expérience employée. Merci beaucoup, Bastien. Effectivement, c'est un peu ce que disait Sigrid, mais c'est vrai que nous, c'est notre conviction, c'est qu'il y a à la fois des défis d'image et des défis de transformation, et ça enchaîne bien sur la question suivante, puisque justement, du coup, de ce déficit d'attractivité du secteur public, quels sont justement les besoins de transformation qui en découlent? Vous parlez de l'expérience collaborateur. Peut-être Donald répondra à cette question. Où commencer? Non, juste pour rebondir sur ce que dit Bastien. Quand on pense aux portes d'entrée à la fonction publique, effectivement, on se pose la question, qu'est-ce qui attire? Et dans le passé, c'était souvent la stabilité de l'emploi. Or, les jeunes aujourd'hui, difficile de parler des jeunes sans vraiment aller avec les stéréotypes, mais c'est vrai qu'il y a une vraie fragmentation d'évolution de parcours. Donc, est-ce qu'une stabilité d'emploi et une retraite attire un jeune qui veut peut-être juste faire une courte mission, travailler pendant 18 mois sur un projet précis et après rebondir ailleurs? Et peut-être que c'est un bon lien avec cette deuxième question, quel besoin de transformation de la fonction publique?
Et quand j'ai réfléchi, il y a 3 mots qui viennent à la tête. Visibilité, valorisation et vivier. Ces 3 mots viennent d'un projet qu'on mène avec la France pour améliorer l'attractivité de la fonction publique territoriale. Nous avons mené un projet nous avons mené plusieurs visites dans 4 régions et aussi des entretiens avec les acteurs au niveau central. Et à chaque fois, c'était ces trois mots qui revenaient. Il y a un manque de visibilité, il y a un manque de valorisation et il y a une forte opportunité de mieux créer des viviers de talents. Donc, si on commence avec visibilité, la fonction publique n'est pas visible. Et ce n'est pas juste en France d'ailleurs, c'est aussi à travers l'OCDE. La fonction publique est mal saisie par la population. Ils voient à peu près ce que c'est. Ah oui, les impôts, ah oui, les vaccinations, oui, très bien. Mais ils ont du mal à saisir les métiers de la fonction publique et pas juste les métiers, la possibilité de faire plusieurs métiers au sein d'une carrière, d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, de mettre en œuvre leurs compétences. Donc, non seulement il y a un manque de visibilité, le public, ils ont du mal à saisir ce qui différencie la fonction publique d'autres employeurs. Bastien, tu avais parlé d'une guerre de talents et effectivement, c'est pas juste les salaires qui vont t'attirer, c'est aussi qu'est-ce qui différencie un employeur d'un autre. Le mot valorisation, ça marche peut-être dans plusieurs sens. Les métiers de la fonction publique ne sont pas valorisés. Comment mettre en valeur la possibilité de faire tellement de métiers au sein d'une carrière, mais aussi comment valoriser les parcours, les expériences des candidats. Si demain je postule si demain j'ai un concours, je prends mon premier poste, est-ce que moi je vais pouvoir mettre en œuvre toutes mes compétences et toutes mes expériences, ou en revanche, est-ce que je vais être juste un énième rouage dans la machine? Donc, il n'y a pas juste la valorisation d'une carrière, des métiers, il y a aussi la valorisation de ceux qu'on veut attirer et ceux qu'on veut garder. Il fait finalement vivier. Comment créer des viviers de talent pour pallier ce déficit d'attractivité? Il y a des candidats de l'extérieur, donc ça suppose de nouvelles compétences RH, pas juste d'attendre d'attendre des candidats, mais d'aller vers les universités, vers le secteur privé. Vous avez évoqué tout à l'heure, Sigrid, Talent Exchange. Dans plusieurs pays de l'OCDE, il y a aussi un volet avec le secteur privé, je pense notamment à la Slovénie. Donc, pour créer des viviers, pour transformer la fonction publique, pour pouvoir pallier ce déficit, comment est-ce qu'on peut aller vers les candidats et pas juste attendre qu'ils vont aller vers nous? Et quand on pense à la France, avec notamment les 3 versants de la fonction publique, il y a certains métiers qui sont fungibles, transférables, transversales, c'est ça le mot que je recherchais. Les achats, RH, c'est des métiers qui s'exercent en plusieurs versants de la fonction publique. Donc, comment mieux structurer les viviers et comme ça, les gens qui occupent ces postes peuvent mieux faire plusieurs missions au sein d'une carrière. C'est aussi un déficit de leadership, pas un déficit, mais plutôt un défi de leadership. Nos managers seniors, comment ils peuvent être engagés comme partenaires pour pouvoir résoudre cette crise. Un autre élément, c'est effectivement l'évolution du métier RH. Dans le passé, le métier RH, c'était assez chronophage comme métier, beaucoup de paperasse, beaucoup de temps, beaucoup d'interactions, mais peu de valeur ajoutée dans le sens stratégique du terme. Là, maintenant, on voit effectivement que quand on parle de transformation de la fonction publique, difficile d'ignorer la contribution que peuvent apporter les métiers RH. Je pense notamment au métier gestion de talent. Comment rendre un carrière beaucoup plus dynamique, comment mettre en œuvre des possibilités de faire des mobilités, de mieux cibler des formations. Ça implique de nouveaux métiers, de nouvelles compétences au sein de la fonction RH. Il y a aussi de pouvoir utiliser et de collecter et utiliser des données. On parle beaucoup des jeunes, les jeunes veulent ceci, les jeunes veulent cela, mais très difficile de vraiment voir de manière très concrète ce que veulent les jeunes et si c'est vraiment différent de ce que veulent d'autres candidats, d'autres générations. Donc, quel besoin de transformation publique? Utiliser beaucoup plus de données pour informer nos politiques. Je vais peut-être m'arrêter là. Merci, c'était très complet. On va peut-être pouvoir compléter justement encore avec la vision de Bastien. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est forcément quelque chose sur lequel je suis moins expert. Donc merci pour ces éclairages.
J'ai bien aimé quand tu as évoqué la question de la valorisation des parcours et des expériences, notamment sur la question qu'un candidat pourrait se poser, mais est-ce que finalement je ne vais pas être simplement un rouage supplémentaire ou est-ce que je vais pouvoir apporter une petite singularité? Ça m'amène qu'avant d'évoquer les besoins en transformation, peut-être qu'on peut évoquer de quoi nous, on a besoin en tant qu'agent public pour être heureux et engagé au travail. Et puis, j'ai pas peur des mots, je parle vraiment d'être heureux et engagé au travail. Je sais que des fois, ça paraît un peu dissonant, mais c'est vraiment ça. On peut évidemment se poser la question d'aller voir dans la littérature ce qui existe, il y a plein d'enseignants-chercheurs aussi de par le monde qui réfléchissent à ces questions, mais aussi si on fait attention simplement à ce qu'on observe au travail et puis à nos propres émotions. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on recherche au travail et dont on a besoin pour être vraiment heureux, encore une fois, et engagé. La première chose, c'est de trouver du sens dans les valeurs et la culture de l'organisation dans laquelle on travaille. Finalement, est-ce que je me reconnais dans les valeurs et dans la culture de l'organisation pour laquelle je travaille? La deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'être traité avec justice. Ce sentiment de justice, c'est assez fort et on peut se demander est-ce que les règles qui sont impliquées dans l'organisation, je les trouve justes et est-ce qu'elles s'appliquent à moi de la même façon qu'elles s'appliquent aux autres? Il y a aussi une notion d'équité. Troisième chose, on a besoin d'avoir du pouvoir d'agir et de l'autonomie. En gros, est-ce que j'ai dans mon travail suffisamment de pouvoir et de liberté pour faire mon travail comme je l'entends ou comme je pense qu'il devrait l'être? Ensuite, on a besoin de se projeter, on a besoin de se projeter dans un avenir prometteur. Est-ce que j'ai dans mon travail des perspectives d'évolution? Est-ce que je peux me développer? Est-ce que je peux progresser? Et la dernière chose, c'est un élément très important, c'est qu'on a besoin de se sentir en confiance pour pouvoir s'exprimer. S'exprimer librement, partager ses idées, reconnaître ses erreurs. Et finalement, on s'aperçoit que c'est assez bête, quelque part à dire, mais on a besoin de ressentir des émotions positives. On a besoin de se sentir respecté, on a besoin de se sentir considéré, valorisé, écouté. Et c'est en partie ce qui va influencer l'expérience employée. Maintenant, comment on répond à ces besoins qu'on peut tous avoir en tant qu'agent public, parce que je l'ai été aussi il y a quelques années. Je pense que d'abord, c'est ce qu'amenait aussi Donald, c'est vraiment repositionner la gestion des ressources humaines comme une fonction stratégique dans les organisations, la replacer au cœur des décisions et des actions, notamment à un moment donné où on s'aperçoit que tout est re-questionné. Le rapport au travail, la place de l'employé, l'expérience employée, la gestion des compétences, les conditions de travail, une forme de flexibilité en termes d'horaire aussi, ou d'emplacement où on travaille. Et il faut que les équipes en charge des ressources humaines dans les organisations soient capables d'analyser ces évolutions, de les intégrer, d'en faire un avantage concurrentiel, justement pour que dans les conditions de travail, dans les pratiques, on puisse être distinctif et attirer les candidats. Ensuite, on peut s'interroger aussi, je pense, sur les valeurs et la culture. Les valeurs, c'est vraiment ce en quoi on croit, ce en quoi on accorde de l'importance. C'est ce qui guide non seulement nos décisions, mais aussi nos actions. Et la culture, c'est un peu la conséquence plutôt de la façon dont on travaille, la façon dont on fait les choses. Et si on prend d'autres exemples, si on pense à des compagnies de la Silicon Valley, par exemple, qui ont des cultures qui nous paraissent un peu inspirantes, au contraire, on peut aussi, quand on est face à une culture un peu plus hiérarchique, un peu plus contrôlante, on peut la subir au quotidien. Et si on veut attirer, il faut savoir sur quoi on se distingue. Donc, il faut vraiment se questionner sur la culture et les valeurs. Et je pense que si on avait la possibilité de faire un sondage avec les participants, je suis presque sûr que servir l'intérêt général, ça reviendrait en tête des réponses. Mais est-ce que ça veut dire la même chose, servir l'intérêt général, quand on travaille dans une mairie, dans un petit village, ou dans une métropole, ou dans un hôpital? Est-ce qu'on pense vraiment que les valeurs qui nous animent et que la culture qu'on a au travail, ça va être les mêmes? Ça, je suis pas sûr, mais en tout cas, on pourra en débattre. Le deuxième point, puis c'est vraiment d'agir sur ce qu'on appelle au Québec, ces deux enseignants-chercheurs qui travaillent là-dessus, c'est Michel Tremblay et Gilles Simard, c'est agir sur les leviers de la mobilisation organisationnelle pour créer un climat de travail qui va permettre aux employés, aux agents, d'adopter des comportements de mobilisation. Un employé mobilisé ou un agent mobilisé, c'est quelqu'un qui non seulement va être dévoué et performant dans ses tâches, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait un peu plus que ce qui est prévu dans son contrat de travail ou dans sa fiche de poste. C'est quelqu'un qui se forme, c'est quelqu'un qui coopère, qui est solidaire avec les autres, qui est ouvert au changement, qui partage ses idées, qui est soucieux aussi de la satisfaction des usagers. Et entre guillemets, c'est un peu l'agent idéal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une organisation, elle peut aider les agents à devenir des agents idéaux. Et pour ça, il faut simplement activer des leviers, qu'on appelle les leviers de la mobilisation organisationnelle, qui vont permettre d'influencer le climat de travail ou l'environnement de travail et qui, lui, va permettre aux employés ou aux agents de ressentir des émotions positives et d'être mobilisés. Et un climat de travail, finalement, c'est un environnement de travail dans lequel les agents, ils observent des attitudes, notamment de la part de leurs collègues, des managers, et des pratiques, notamment des pratiques managériales qui leur font prendre conscience de plusieurs choses.
D'abord qu'ils ont le soutien de leurs collègues, qu'ils ont la confiance de leurs collègues, qu'ils sont considérés, qu'ils sont traités avec justice, qu'on leur reconnaît aussi la valeur de leur contribution, qu'on leur donne finalement ce que je disais tantôt, du pouvoir d'agir et de l'autonomie. Et tout ça fait qu'on ressent des émotions ultra positives. On se sent appartenir à un groupe, on se sent inclus, on se sent considéré, et on a de l'énergie et de la fierté. Et quand vous avez des agents qui ressentent de l'énergie et de la fierté, bah finalement, c'est du gagnant-gagnant à la fois pour l'organisation, mais aussi pour l'agent lui-même. Et le dernier élément, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais je voudrais insister dessus, c'est vraiment d'agir en faveur de la sécurité psychologique. Ça, dans les équipes de travail, c'est fondamental. Ça paraît un peu aussi évident, encore une fois, mais dans la pratique, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours pas forcément le cas. Et il faut aider, soutenir les managers, encourager aussi au niveau des organisations des pratiques managériales qui font que les agents se sentent inclus, ils se sentent en confiance, ils se sentent libres de s'exprimer, encore une fois, de partager leurs idées, de reconnaître leurs erreurs. Parce que la sécurité psychologique, c'est un préalable à énormément de choses, et notamment des choses essentielles pour le bon fonctionnement des organisations. C'est essentiel pour avoir des relations de confiance entre collègues, c'est essentiel pour que l'employé ressente ou l'agent ressente une expérience employée positive. Et c'est aussi un élément fondamental pour la créativité et l'innovation, qui sont des leviers pour transformer les organisations. Merci beaucoup, Bastien. C'était vraiment hyper intéressant. Et j'en profite, on a une question pour vous l'adresser à tous les trois, hein, Sigrid, Dodal et Bastien. C'est Élodie Billard qui nous demande le statut en lui-même, s'il est protecteur, n'est-il pas parfois aussi un frein à l'évolution des agents? Alors, je vous laisse y répondre, celui qui le souhaite. Peut-être de mon côté, ça dépend en effet, en fait. En France, avoir le statut d'un fonctionnaire, d'un côté, ça ouvre des possibilités. Être contractuel, ça ouvre d'autres possibilités, mais ça marche dans les deux sens. Dans certains pays, effectivement, le statut, oui, ça protège, mais ça accélère l'évolution et la mobilité des agents. Donc, ça dépend si on parle d'un contexte franco-français ou plutôt international. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt le contexte un peu franco-français sur le statut en France. Après, c'est aussi que le statut, en tout cas les possibilités du statut, quelquefois sont assez méconnues. Et qu'au final, par exemple, j'allais dire, sur les enjeux de mobilité, le statut permet la mobilité, mais après, c'est comment chaque agent aussi s'en saisit, etc. Après, j'avoue que ça peut être plus facile sur la fonction publique territoriale et hospitalière que quelquefois sur la fonction publique d'État ou sur les mobilités. Quelquefois, c'est plus contraint, en tout cas, j'allais dire, des mobilités où, du coup, le niveau de décision, quelquefois, est plus à un niveau central et ça peut freiner certaines mobilités. Par contre, au-delà de l'enjeu du statut, on en a parlé par contre tout à l'heure, l'évolution en tout cas des concours, en tout cas on posait la question sur différents modèles à l'étranger, quelquefois voilà, au Canada par exemple, il n'y a pas forcément de système de concours, donc il y a des recrutements qui sont aussi faits différemment, des passerelles plus fortes entre secteur privé et secteur public. Alors chaque pays a ses modèles, mais c'est vrai que vous verrez dans l'étude, on a justement fait un focus aussi sur les concours, avec à la fois une tribune où nous, on est assez favorable à comment on peut repenser un petit peu ces modèles de concours, parce qu'on voit qu'il y a un déficit d'attractivité, et chez les jeunes, c'est vrai que le concours ne fait pas vraiment rêver. En tout cas, par exemple, travailler 1 ou 2 ans sur un concours, c'est vrai que ça demande un gros engagement versus une incertitude ensuite d'avoir le concours ou pas. Et du coup, il y a des leviers, en tout cas, pour se dire comment on peut faire évoluer un petit peu les choses sur ces enjeux-là. Et on a mis aussi un exemple de la Cour des comptes européenne dans l'étude sur ces enjeux-là où ils font évoluer justement leurs problématiques de concours. Et du coup, c'est aussi assez intéressant d'avoir ce regard un petit peu différent, un petit peu décentré du point de vue franco-français. Ça permet voilà, de donner quelques pistes. Merci Sigrid. Ben justement, pour continuer à se décentrer et à voir un petit peu quelles sont les différences à l'international, on va passer à la prochaine et dernière question. L'idée, c'est de voir avec vous, notamment avec Bastien et l'expérience franco-canadienne, quelles sont les différences culturelles entre les différents pays. Je vous laisse peut-être commencer, Bastien.
On peut y aller avec Donald, faire une réponse à chaque fois, ça sera peut-être moins long. Je pense que moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est une forme d'agilité et de résilience des administrations publiques. Quand on pense administration publique, on ne pense pas forcément agilité et résilience, mais en tout cas, c'est l'expérience que j'ai pu faire. Et par résilience, j'entends la capacité que les administrations ont eue pendant et au sortir de la crise Covid à transformer quelque part le traumatisme qu'on a un peu tous ressenti en tant qu'agent public ou personnel travaillant pour des administrations publiques de près ou de loin, et à transformer ça non seulement en plein de transformations qui étaient rendues nécessaires déjà par des tendances d'avant-crise, mais aussi par l'évolution du travail nécessitée par la crise, et aussi d'apprendre collectivement en tant qu'organisation et en tant qu'individu. Et l'exemple, c'est que très tôt, au début de la crise, elles ont compris que jamais on ne reviendrait à une forme d'organisation du travail et de façon de faire son travail qu'on a connue avant la crise. Et elles se sont tout de suite mis en quête de réfléchir à comment est-ce que ça allait impacter l'organisation, le fonctionnement, les pratiques de collaboration, les pratiques managériales, pour tout de suite réfléchir à comment est-ce qu'on peut donner vie finalement à cette nouvelle normalité dont tout le monde parlait et dont beaucoup de personnes finalement semblent revenues, et parce qu'il y en a qui reprennent un peu leurs habitudes de travail d'avant-crise. En tout cas, elles ont su faire preuve de cette agilité-là et de cette résilience-là, pardon. Et ça se retrouve non seulement dans le télétravail, qui est simplement une émanation de la crise, mais aussi dans l'adoption d'un mode hybride, dans le changement de culture managériale. J'accompagne en ce moment des organisations qui clairement disent, nous, la culture d'avant-crise, on n'en veut plus. On veut faire un changement de culture, on veut changer nos pratiques managériales. Et c'est vraiment à la fois une transformation et une capacité à se réinventer collectivement en tant qu'organisation, mais aussi après dans les pratiques de gestion. Merci. Donald, peut-être? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. J'ai beaucoup réfléchi parce que certainement, il y a des différences entre certains pays, il y a des différences culturelles. Ça, c'est vraiment difficile de répondre. Et pour rejoindre ce que vient de dire Bastien, effectivement, après la crise Covid et durant la crise Covid, nous avons vu tout de suite que des administrations qui avaient des infrastructures, par exemple numériques en place, étaient beaucoup plus résilients et agiles que d'autres qui avaient dû commander des laptops et compagnie. Il y avait des différences entre certains pays, entre qui était au bureau. Nous, à l'OCDE, on était à la maison. La fonction publique dans d'autres pays n'était pas à la maison, ils étaient au bureau. Parfois, c'était pour certains niveaux hiérarchiques, parfois, c'était pour certaines fonctions. Donc, différences culturelles, ça dépend vraiment entre les pays. Mais c'est vraiment difficile de comparer des pays, des administrations nationales. Moi, je pense que la question, enfin, une autre manière de répondre à cette question, c'est de s'interroger sur les différences au sein de certains pays. Quelles sont les différences culturelles au sein d'une fonction publique nationale? Et là, effectivement, durant nos projets, on parle avec tel ministère et il y a plusieurs façons de faire les choses. Il y a plusieurs cultures au sein d'une administration, allant d'une culture rigide à l'ancienne, avec un quasi militaire, et d'autres cultures administratives beaucoup plus agiles, beaucoup plus flexibles, moins hiérarchiques, axées sur les résultats et pas forcément la manière de faire les choses. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que nous, de notre côté, notre but éventuellement, c'est de conseiller les pays sur quelles réformes ils pourraient entreprendre. Et ça nous aiguille un petit peu sur comment entreprendre ces réformes, et c'est d'identifier justement ces différences, de s'inspirer, Sigrid, c'est le mot que tu avais utilisé tout à l'heure, et c'est exactement ça, c'est de s'inspirer des pratiques internationales, très bien, mais aussi de bonnes pratiques au sein d'une administration, au sein des administrations. Différences culturelles entre les pays. De notre point de vue à l'OCDE, au sein d'un réseau de plusieurs pays membres, on parle beaucoup d'innovation, de mettre en valeur la capacité de la fonction publique de trouver des solutions innovantes pour résoudre des problèmes, comme facteur d'attractivité. Mais c'est vrai que quand nous, on échange avec nos homologues, nos partenaires, parfois on détecte parfois une peur. J'ai peur d'innover. Je sais que dans mon champ de travail, il y a des améliorations à faire. Je sais que je pourrais proposer des solutions, mais comme je travaille dans un cadre un cadre juridique très complexe, par exemple, si je fais une erreur, je vais être puni, ou au moins j'ai la perception que je vais être puni. Et les cultures, Bastien, tu avais parlé tout à l'heure, les cultures beaucoup plus ouvertes, plus agiles, qui reconnaissent le droit à l'erreur,
Je pense que ça, c'est une vraie différence entre certains pays. Certains pays qui ont une façon de faire les choses et d'autres pays qui pensent plutôt aux résultats et qui alignent leurs ressources pour atteindre ce but. Mais c'est un vrai sujet, c'est une vraie question, quelle différence culturelle entre les différents pays. Mais je suis tout à fait d'accord avec les propos de Bastien. Et je rebondis, Donald, justement sur ce droit à l'erreur. En tout cas, ce que je disais au début, c'est que justement tout au long un petit peu des interviews qu'on a faites à l'international, c'est vrai que ce qui revient beaucoup dans ce que nous disent les porteurs de projets, c'est que finalement, ils ont eu justement ce droit à l'erreur et ce droit à l'expérimentation et ils se sont permis justement de tester de nouvelles choses, de voir justement si l'expérimentation fonctionnait ou pas. C'est d'ailleurs ce que nous avait dit Impact Canada, qu'ils étaient beaucoup sur ce fonctionnement-là. Ils allaient voir les résultats de l'expérimentation et ensuite pouvoir l'implémenter, mais on voit qu'il y a ce droit à l'erreur. Merci Sigrid. Et je prends une question qui est intéressante et justement qui rebondit sur ce que vous venez de dire en termes d'expérience, notamment collaborateurs. Est-ce que vous avez les uns les autres des exemples un peu inspirants d'onboarding, d'accueil des collaborateurs au sein des organisations publiques? Je vais peut-être me lancer parce que je n'ai pas vu le petit écran de Bastien. Je pense notamment au Royaume-Uni. Je parle du programme de Fast Stream. C'est un programme de recrutement pour attirer les meilleurs talents dans plusieurs champs. Et là, c'est une très bonne question, le onboarding. Ce n'est pas juste marque employeur, ce n'est pas juste un processus de recrutement, c'est aussi l'intégration de l'agent. C'est vrai que c'est un sujet. Et là, quand je pense au Fast Stream, le onboarding, ça commence même avant que l'agent ait rejoint la fonction publique. Il y a des programmes de formation à distance, il y a des communautés avant les crises en présentiel, là maintenant par Teams. Mais ce programme implique non seulement ils n'attendent pas juste la date de la signature du contrat, le contrat oui, mais ils commencent bien en avant de la prise de poste de l'agent pour créer un sens de solidarité, de communauté et de pouvoir transférer les valeurs dont on avait parlé tout à l'heure. C'est un programme d'onboarding qui comprend des rotations, donc des mini-stages dans plusieurs endroits, ainsi que des possibilités d'échanger avec des leaders. Donc, ce n'est pas juste l'équipe avec laquelle on va travailler au quotidien. Ils transmettent vraiment le sens d'appartenir à une organisation et de manière plus large à une culture administrative. Donc, ça, c'est peut-être une manière. Je vais pouvoir copier-coller le lien dans le chat si vous souhaitez. Je vais compléter un élément de réponse sur le onboarding, puis revenir sur une chose que Donald a dit aussi. À un moment donné, tu as évoqué peut-être des fois le sentiment un peu d'être puni. Je trouvais ça rigolo parce que des fois, on a un peu ce sentiment-là quand on est dans un contexte professionnel. En tout cas, on a peur de faire des bêtises parce que, encore une fois, le climat de travail, il n'y a pas forcément de sécurité psychologique. Mais pour répondre sur ça et sur la question de l'onboarding, je pense que ça dépend aussi beaucoup du rôle du manager et de ce qu'on entend par être un manager dans une organisation publique. Là où en France, on a peut-être des fois vocation un peu à promouvoir des gens par leur expertise technique, parce qu'on pense qu'ils sont légitimes pour encadrer une équipe. Dans d'autres pays, notamment en Amérique du Nord évidemment, mais aussi en Europe du Nord, je pense, on promeut des gens qui sont charismatiques, qui ont du leadership, et on leur confie la responsabilité de développer une équipe au sens de lui permettre d'atteindre ses objectifs en créant cette fameuse sécurité psychologique, en lui donnant aussi, en la challengeant, en la stimulant, en lui donnant des perspectives de développement. Et l'un des rôles, l'un des premiers actes que peut faire un manager qui justement veut mobiliser son équipe, c'est d'accueillir dans de bonnes conditions une nouvelle ressource. Et ce qu'on a expérimenté, c'est que non seulement on a même des fois participé à des recrutements pour s'assurer qu'il y a un bon fit culturel et psychologique entre l'équipe et le candidat, mais après on accompagne, on identifie un parrain dans l'équipe qui va permettre au nouvel arrivant de comprendre les processus, de comprendre les procédures, de savoir où trouver de l'information sur l'intranet, qui va pouvoir lui présenter les autres équipes, aller voir en fonction aussi de sa responsabilité, de son emploi, peut-être des personnes avec lesquelles il va collaborer. Et finalement, le onboarding, il commence l'expérience employée et ça termine sur quelque chose, je trouve qu'on met pas suffisamment, enfin qu'on met un peu de côté en France. C'est ce qu'on appelle le outboarding. C'est à partir du moment où la ressource quitte l'administration, c'est une mine d'informations qui part avec la personne. Est-ce qu'elle a capitalisé ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a documenté tout ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a capitalisé l'expérience qu'elle a acquise en travaillant dans l'organisation et qui pourrait resservir à d'autres?
Et finalement, quand on parle de onboarding et d'expérience employée, il faut l'accompagner jusqu'à la sortie, il faut comprendre pourquoi la ressource elle part, et il faut aussi que l'organisation elle capitalise finalement sur l'expérience qui part, sinon c'est simplement des choses qui sont perdues, et ça c'est un peu dommage aussi. Merci beaucoup. Sigrid, tu veux rebondir peut-être aussi? Oui, alors dans l'étude, on n'a pas fléché spécifiquement de projet de onboarding, même si on avait creusé plusieurs sujets. Comme le disait Donald, il y a pas mal de projets à l'international qui fonctionnent effectivement sous la forme de formation, mais plutôt sur le mode digital, même avant d'arriver au sein de l'organisation, donc la transmission des valeurs, des grands projets phares aussi de l'organisation, vraiment pour pouvoir acculturer le futur collaborateur, et donc sous forme de formation peut-être un petit peu plus ludique et un petit peu plus pédagogique qu'une, j'allais dire, une formation un peu descendante. Donc là, c'est plutôt l'aspect ludique via des formations digitales. Et ce qu'on avait vu aussi, mais on n'a pas pu creuser ce projet-là en lien avec l'Australie, mais c'est un projet assez intéressant de ce qu'ils appelaient de graduate program, mais pour les jeunes qui souhaitaient rejoindre le secteur public, et du coup ils faisaient une sorte d'appel à projet et défi pour les jeunes pour rejoindre le Graduate Programme. Et l'intérêt du Graduate Programme, c'est vraiment ce qu'on voit un petit peu plus d'ailleurs dans le secteur privé, mais aller voir finalement soit différentes administrations, mais aussi différents services au sein d'une administration pendant 1 an à 2 ans, et de former finalement aussi des futurs aussi leaders du secteur public. Et ça permet de découvrir vraiment toute la culture administrative. Alors peut-être que j'allais dire, ces équivalents de graduate programmes sont quelquefois un petit peu insérés, nous, dans nos écoles de services publics, mais il y a peut-être quelque chose à imaginer aussi en France sur ce modèle-là, en tout cas pour attirer un petit peu plus les jeunes, parce que ce type de programmes sont souvent assez attractifs dans le secteur privé. Et c'est vrai que côté secteur public, on n'a pas forcément misé pour l'instant sur ces types de programmes. Merci. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions avant qu'on conclue les échanges, puisque c'était voilà, les dernières questions. On va attendre quelques minutes. En tout cas, merci beaucoup à nos intervenants. Et peut-être pour conclure, vous dire surtout que l'étude en question, donc, qui est présentée par Profil Public, sera disponible sur la plateforme, donc profilpublic.fr, à partir du 20 mai, téléchargeable évidemment gratuitement et disponible pour tous. Et vous aurez aussi l'information si vous suivez notre page LinkedIn sur Profil Public. En tout cas, merci beaucoup du coup à tous les trois. C'était Et elle sera aussi disponible en anglais. Petite nouveauté. Effectivement, petite nuance intéressante parce qu'en plus, j'ai cru voir qu'on avait aussi des participants ce soir qui étaient internationaux, canadiens, belges, etc. Donc ça nous fait aussi très plaisir de voir qu'il y a eu un écho à l'international. Merci à tous en tout cas, et à bientôt. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir. Merci, au revoir.